I'd rather be with you. Yeah. C'est parti, bienvenue sur Radio Good Vibes. Aujourd'hui, on est avec un entrepreneur que j'adore, comme tous les jours, mais un entrepreneur quand même particulièrement génial, qui s'appelle Olivier et il est le fondateur de Kimono. L'objectif de ces Good Vibes quotidiennes, c'est de rencontrer un parcours différent, un entrepreneur que vous connaissez pas forcément, d'échanger avec lui sur comment est-ce qu'il s'en sort, comment est-ce qu'il rebondit par rapport à la crise du moment, de partager son optimisme. Et aujourd'hui, on a un soleil avec nous, c'est comme ça que je l'appelle. Olivier, il irradie, il est toujours, vraiment toujours dans l'optimisme et la positivité. Ça me fait beaucoup de bien. Depuis le premier jour où je l'ai rencontré, ça a été ça. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant ce live, ça va être cool. Comment ça va, Olivier ? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci pour cette belle intro. Et le soleil est avec nous, donc ça fait plaisir. Il est revenu avec toi. Alors, raconte-moi, là, one line, le pitch de ta boîte Kimono. Yes, alors Kimono, nous, on fait des vêtements personnalisés pour les entreprises. Ça, c'était notre métier initial, mais on se définit comme des culture designers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en une phrase ? C'est que nous, on design la culture des entreprises à travers différents produits, différents services. Donc, quand on dit design, c'est qu'on la rend tangible à travers des produits. Donc, le premier, ça a été les vêtements, donc personnalisés. Ensuite, les objets. Et le tout dernier produit, c'est les bureaux. Donc, en fait, tout ce qui touche à la culture d'une boîte, on le design avec nos produits. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors, attends, avant de passer à la crise, juste en termes d'ampleur, que je comprenne, tu as fait des outfits, des vêtements personnalisés pour combien de startups au total ? Où est-ce que vous êtes situé ? Est-ce que tu touches que les startups françaises ou est-ce que tu vas plus loin que la France ? Voilà, donne-nous un peu l'ampleur du business, s'il te plaît. Du coup, alors nous, on a 3 ans. Au début, on habillait les startups, mais depuis, on bosse avec tout type d'entreprises, que ce soit des grands groupes, des PME, des restaurants, des hôtels. On a dépassé les 3000 entreprises habillées. Faut savoir que c'est pas un one-shot, puisque on en a beaucoup qui recommandent et recommandent. Donc, le record, je crois que c'est une entreprise qui a commandé plus de 40 fois déjà en 3 ans. Donc, beaucoup de récurrence et de fidélité. Et on n'est pas qu'en France, puisqu'on vend à travers le monde, principalement en Europe, mais on a déjà livré en Uruguay, aux États-Unis, à Hong Kong, etc. Et on a des bureaux situés à Berlin et à Londres. Donc, on a des équipes sur place et par contre, on livre un peu partout en Europe. All right. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis le début du confinement ? Comment ton business a été impacté et comment tu as réagi ? Du coup, nous, ce qui est intéressant, c'est que au moment où les annonces ont été faites, en fait, le business s'est arrêté d'un coup. Je pense que je suis pas le seul et loin d'être le seul, mais c'est marrant quand tu dis que 2 jours avant, tu fais des devis, tu signes, tu dis OK, pas de souci. Il y a la fin. Et donc, du coup, comme nous, on est B2B, toutes les entreprises ont gelé leur budget. Donc, du coup, toutes les commandes ont été mises en stand-by. Alors, la good news là-dedans, c'est qu'il n'y a eu aucune commande qui a été annulée. Et même les boîtes qui avaient des événements et leurs événements étaient annulés, ils ont quand même gardé leurs commandes pour avoir ce produit. Donc, le business s'est arrêté net. Donc, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, OK, on va faire 0 pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, tu dis fuck, parce que nous, on est en flux tendu et qu'on n'a pas énormément de réserves sur le compte. Et comme on est en croissance, on investit beaucoup. Et donc, du coup, on compte sur notre chiffre d'affaires pour nous financer, entre guillemets, on s'autofinance. Donc, du coup, là, la première étape, et on va dire les premiers 10 jours, a été de se structurer administrativement parlant, avec les ressources humaines, avec toutes les mesures qui ont été prises pour sauvegarder et sauver la boîte et sécuriser la boîte. Donc, le premier mood, ça a été ça, c'était vraiment management en interne, mesures prises de manière administrative et RH, en gros. Ok. Donc, tu as mis beaucoup de gens de ta boîte en chômage partiel ? Tout le monde. Tout le monde. Il n'y avait plus d'activité, quoi. Tout le monde a des taux différents, pas à 100%. C'est des taux de 50% de chômage partiel à 80%. Personne à 100% par contre. Okay. Donc, parce qu'en fait, le but, c'était quand même d'avancer sur des sujets de fond et d'être présent et d'aménager tout ça en prenant en compte le manque d'activité. Donc ça, c'est les 10 premiers jours.
Ça, c'est les 10-15 premiers jours. Ok. Avec un mindset où les 10 premiers jours où tu régules tout ça. Et on va dire que les 10 jours d'après, donc là, on rentre dans avril, en mode, OK, tu regardes l'argent sur le compte, tu vois que tu as des dettes à payer, en tout cas les fournisseurs du mois d'avant, sauf que tu n'as plus de chiffres qui rentrent pour les payer. Et donc, du coup, tu dis qu'est-ce que tu fais et comment tu la joues. Donc là, tu fais vraiment un plan de crise. Et c'est un exercice ultra intéressant parce que moi, je me suis mis 6 options. Donc, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Et le plan F, c'est la fin, en fait. C'est la fin de la boîte. Donc, du coup, tu es obligé et je pense que c'est intéressant, tu es obligé de voir le plan le plus catastrophe pour réaliser tout ce que tu peux faire et envisager. Donc, mentalement, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais été dans le bad ou la panique ou la peur ou le stress. Je me suis juste dit, voilà le timing, je dois payer mes salaires fin avril. Et pour moi, c'est la clé, c'est-à-dire le plus important, c'est de payer les salaires. Le reste, ça se négocie, ça se décale, etc. Mais le but, c'est de payer les salaires. Et même si tu es en activité partielle, c'est toi qui dois avancer l'argent le premier mois. Donc, j'avais vraiment un objectif argent et un objectif timeline. Et je comptais les jours en mode, OK, là, il me reste 4 semaines, là, il me reste 3 semaines, etc. Et en fait, bizarrement, moi, c'est le mindset que je préfère. C'est quand on est en mode survie ou en mode, il faut se bouger les fesses. Et je me suis remis dans un mode ultra actif à réfléchir, à trouver des solutions, créer des produits, créer des choses. Et en fait, c'était excitant. On s'est remis dans un mood de taf incroyable. Et c'est là où je me suis dit, putain, je remets les mains dans le cambouis à fond et c'est là où je kiffe le plus, en fait. Et c'était bizarre parce que, là, je te raconterai, du coup, on s'est sorti un peu de la galère. Mais c'est ce mindset où c'est dit, OK, j'ai plus que 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Et boum. Et dans ma tête, c'était inconcevable de dire que c'est la fin. C'est inimaginable. Donc, tu mets les actions et au final, j'adore. Enfin, en vrai, c'était intense, mais je kiffe trop, quoi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui témoignent de la même chose et qui disent qu'en fait cette période leur a permis de, comme tu dis, replonger à l'essentiel en fait de leur boîte. Il y a un message hier qui a été envoyé par le fondateur de Airbnb. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire, il est partagé un peu en ce moment. Où c'est un message à tous ses employés parce que il downsize, enfin, il doit se séparer de 25%, et 25% sur une boîte de plus de 7000 employés, je crois. Quand même. Donc, c'est très dur pour lui. Il fait un message qui est très, très humain, vraiment dans l'empathie et où il parle très concrètement du choix, pourquoi il l'a fait, comment il le fait et tout ce qu'il met en place pour les gens qui vont partir. Enfin, c'est un beau message. Franchement, je t'invite à le lire. Mais il dit ça, il dit ce que tu dis en intro. Il dit, moi, je me suis repositionnée sur l'essentiel de mon métier, qui est de travailler, de voyager de manière simple et de manière plus humaine. Et donc, tout ce qu'il y a, tous les à côté, tout ce qu'on a pu développer à côté, c'est pas ce qui m'intéresse. Là, je veux vraiment me focaliser sur mon essentiel et y replonger, quoi. Exactement. Bah, dis-toi, j'ai cuté tous mes meetings. C'est-à-dire que mois d'avril, 0 meeting. Et déjà, c'est plaisant hein, parce que en fait, tu te rends compte là où tu perdais du temps, là où tu perdais pas du temps. Et je me suis dit, c'est focus équipe en interne. Donc déjà, on est un peu plus de 30 dans la boîte. J'ai appelé tout le monde en one-one plusieurs fois. Déjà, pour moi, en fait, ma priorité, c'est vraiment de prendre soin d'eux et de préserver leur emploi, préserver la boîte. Donc, vraiment, le care employé qui était le numéro 1 focus. Donc, je les ai eu tous au téléphone. Tu échanges sur les moods, etc. Tu rassures parce que toi, ton rôle en tant que CEO, c'est de préserver cette boîte et de les rassurer. Donc, du coup, tu rassures tout le monde et tu montres que tu tiens la barre. Et moi, ce qui m'a fait kiffer dans cette période, c'est de te dire, putain, là, je tiens la barre, je suis fier et ça montre que putain, je suis à fond et tout le monde le voit, quoi. Et c'est ça l'excitation qui prend où tu te dis, bon, bah, t'as toute la pression sur tes épaules, c'est à toi de faire le game, quoi, en gros. Ouais. C'était vraiment focus interne et que avec l'équipe, quoi. All right. Et alors, tu disais, vous avez réussi donc à rebondir. Grave. Alors, c'est pas fini encore, mais ouais, on va dire que au bout de la deuxième, troisième semaine d'avril, il y a un truc que je me dis, et en fait, on le voit dans les médias, etc., mais je me dis, s'il y a une chose que toutes les entreprises vont offrir à leurs employés et autres, c'est des masques. Et des masques non médicaux, puisque du coup, on n'est pas dans ce délire de masque, ça ne nous regarde pas éthiquement et c'est pas notre rôle de faire ça. Par contre, on s'est renseigné sur les masques en tissu réutilisables et personnalisables. En fait, c'est des masques barrières dans le jargon des masques.
Et en fait, rapidement, je me suis dit que toutes les entreprises en auront besoin. D'un point de vue… Explique-moi un truc. Quand tu dis nous, on n'est pas dans les masques médicaux, on ne veut pas se positionner là-dessus. Concrètement, ça veut dire que la réflexion que tu te fais et que les entreprises se font, c'est on ne va pas venir taper dans des stocks de masques qui sont faits pour le personnel hospitalier. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que il y a eu beaucoup de gens qui ont été opportunistes sur les masques médicaux parce que tu pouvais faire de l'import-export avec. Nous, on a eu beaucoup de demandes et on a toujours refusé. Parce que c'est interdit. Donc, ceux qui l'ont fait sont hors la loi. Ouais, c'est interdit, carrément. C'est interdit. C'est l'État qui doit vendre. Et 2, éthiquement, c'est pas à nous et c'est pas nos produits. Et Kimono, c'est pas ça. Enfin, on n'est pas à faire ça. En fait, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que le masque chirurgical, il est quand même un peu anxiogène. Et les gens voudront un masque un peu cool, un peu sympa, esthétique, etc. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, un masque en tissu, c'est un accessoire textile. Donc, en fait, c'est le même procédé que faire un t-shirt, que faire une casquette, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé toutes nos usines, qu'elles soient au Portugal, en Pologne, en France ou en Suisse. Et en fait, toutes nos usines textiles avec lesquelles on bosse depuis toujours nous ont dit, bah ça y est, on produit des masques justement 100% personnalisables, réutilisables, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, bah génial, la priorité, c'est d'être certifié aux normes, de faire un produit quali et surtout aux valeurs de Kimono. Donc là, je suis fier de dire que ça fait au bout d'un mois de travail, on a fabriqué notre propre masque. Donc, on a fait de la R&D, on a vraiment fabriqué avec notre pôle design. On a fabriqué le premier masque en coton bio. Donc, les valeurs, on garde nos valeurs, respect de l'environnement, etc. Ensuite, 100% personnalisable. Et ensuite, certifié masque de DGA, donc c'est la Direction Générale de l'Armement, catégorie 1. Donc, c'est celui qui protège le plus. Donc, 1, il protège. 2, il est personnalisable et donc tu peux faire quelque chose de sympa et tu peux le brander. Et 3, il est éco-responsable et en plus local en Europe. Et du coup, avec ce beau produit, on s'est dit, parfait, on va pouvoir le proposer à tous nos clients et autres qui en recherchent pour personnaliser. Donc, on s'est structuré comme des fous. Et là, j'ai vu vraiment un noyau de l'équipe qui a explosé, que ce soit notre partie prod, notre partie studio, notre partie sales, où là, il y a eu un rapprochement, une excitation de la team et on a bossé comme des dingues en 3 semaines, mais pour créer un produit et avoir une offre, et c'était ultra excitant. Et en fait, ça a payé tout de suite, dans le sens où la demande, en fait, est énorme. On a juste envoyé quelques mails et en fait, la demande a abondé quotidiennement, que ce soit de grands groupes, de grosses PME, de jeunes startups. Tout le monde voulait des masques justement réutilisables, lavables, que l'État ne fournissait pas encore et ne fournira. L'État va le fournir aux écoles, aux lycées, aux établissements publics. Mais le problème, c'est que la demande, elle est partout et que l'État ne peut pas fournir tout. Et donc, du coup, notre rôle en tant qu'industrie textile, puisque du coup, tous mes confrères dans le textile font la même chose, c'est justement de pouvoir fournir des masques à tout le monde. Donc, du coup, je suis vraiment assez fier parce qu'on a su s'adapter et en fait, c'est incroyable ce qui se passe puisqu'on a des demandes énormes, quoi. Donc, tu as sorti ton équipe du chômage partiel. La moitié, ouais. La moitié. Et j'espère qu'en mai, on sort tout le monde à 100%. Et normalement, en fonction de ce qui va se passer au mois de mai, j'espère que fin mai, on pourra arrêter le chômage partiel et reprendre l'activité comme il se doit. Alors, et bravo pour ce move. Tes ateliers à toi, ils peuvent tourner en fait. En ce moment, ils tournent. Exact. Ils tournent à plein régime même parce qu'on est face à un problème de riche. C'est que maintenant, la capacité de prod est limitée. Et la demande est tellement monstrueuse et que tout le monde est dans l'urgence. C'est que tout le monde veut… Quand la date du déconfinement est sortie, tout le monde voulait il me le faut le 11 mai, il me le faut le 11 mai, sauf qu'en fait, c'était impossible puisque on produit, nous, notre capacité de prod, avec tous nos ateliers, on est à peu près presque 1 million par semaine, donc ce qui est énorme, mais on a des commandes de millions de pièces. Donc du coup, tout est booké en avance et quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. On ne peut pas pousser les murs. Donc, personne n'était prêt pour cette demande, que ce soit les usines ou autres. Et donc, du coup, on est en train de se structurer. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent en jeu. Et du coup, maintenant, les délais, si tu veux commander aujourd'hui, par exemple, c'est juin. On n'a plus de place, en fait. Donc ouais, on s'est bien réorganisé. Il y a un vrai problème maintenant de capacité de prod. Ouais. Et j'ai vu en parallèle que tu as sorti un t-shirt héros masqué. Attends, je l'ai. Vas-y. Fais-nous voir ça. Ah, on voit que tu es en short, mon cher Olivier. Ah ouais, on est à la maison, attends, tu peux mais on est toujours brandé, hein. Toujours. Donc, le t-shirt héros masqué. Donc, on a sorti un t-shirt. Donc,
autre gros sujet qui est arrivé en même temps que les masques. Moi, je me suis dit, dans cette période de restructuration, je me suis dit, honnêtement, comment on peut être solidaire dans cette crise et soutenir? Et c'est là où le mindset n'était plus de faire du business. Là, moi, mon seul focus, c'était de préserver la boîte, mais j'avais d'autres solutions. Mon but, c'était de dire comment on peut être solidaire et apporter quelque chose de bien. Et on était face à deux problèmes. C'est que le premier, c'est qu'on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas faire un don. Le deuxième, c'est que nos produits, donc que ce soit des vêtements, des objets ou autres, ne peuvent pas aider concrètement à lutter contre la crise. Du coup, ce que je me suis dit, on sait faire de mieux, à savoir créer des vêtements. Donc, on va créer un t-shirt et un design ultra cool. Je le remets. Donc, un design qui, en fait, reprend le code des comics. Donc, on s'est dit, j'ai pas envie de, tu sais, il y en a beaucoup des messages, des t-shirts qui sont écrits juste des messages un peu simplés. Moi, je me suis dit, on va quand même travailler le design, travailler un concept et une punchline. Donc, c'est les héros masqués. C'est donc les héros du quotidien qui sont masqués dans l'ombre. Et donc, du coup, c'est le personnel soignant, les transporteurs, les logisticiens, les caissiers, les policiers, toutes les personnes qui se battent pour cette crise et même nous qui restons en confinement. Donc, c'est tout le monde les héros masqués. Et je me suis dit, on va prendre le concept des héros des comics, un peu comme le film Incassable, tu sais, où en fait, c'est des héros qui sauvent les humains de catastrophes naturelles. Et du coup, je me suis dit, on va faire un t-shirt qui va fédérer ou en tout cas créer un sentiment d'appartenance dans ce mouvement solidaire. Et le but, c'est donc quand tu achètes ce t-shirt, en fait, c'est un appel au don, puisque 100% des bénéfices sont reversés à une association qui est un collectif qui s'appelle Protège ton soignant, qui est ultra actif, qui est aussi créé par des entrepreneurs. Et moi, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire un partenariat avec eux, on va leur reverser tous les fonds. Et en vrai, c'était génial à créer. Donc, on a fait un site dédié donc qui s'appelle héros-masque au pluriel.com. Donc, il y a tout le mouvement, le t-shirt, etc. Et là, on en a vendu plus de 2000. Donc, ce qui fait presque une récolte de presque 50 000 euros. Donc, c'est génial. Et franchement, je suis super fier parce que là, on a tous bossé sans enjeu business. Et en fait, c'est là où tu vois, quand tu enlèves le côté business, il y a plus d'ambiguïté. En fait, tout le monde est à fond. Et j'ai trouvé ça vraiment agréable. Et super cool. Et le projet n'est pas fini, hein, puisque la récolte de dons continue et on continue notre communication pour se faire connaître au maximum. Et le but de ce t-shirt, la vraie valeur derrière, c'était de se dire, nous, notre métier, c'est de créer un sentiment d'appartenance. Et en fait, autour de ce qui se passe, ce serait cool que comme on est tous chez soi, tu as ce t-shirt qui te montre que tu es solidaire avec ce mouvement et qu'on est tous ensemble. Okay. Et que post-confinement, tu le mettras pour montrer que tu as été solidaire aussi, tu vois. Ça, c'était vraiment la vision du projet. Cool. Et est-ce que tu penses, donc du coup, tu as eu plein de commandes pour les masques. Donc, toi, tu as un peu une vision en avant-première de comment se prépare le déconfinement pour plein d'entreprises. Donc, les gens ont prévu de se retrouver, mais masqués, en gros. Ouais, alors il y en a beaucoup qui vont pas se retrouver en mai. Nous, les premiers, c'est-à-dire qu'on reste en télétravail au mois de mai et on reprendra au mois de juin, si tout se passe bien, pour justement préparer le bureau, réorganiser. C'est que, en effet, tout le monde qui va se rendre dans un lieu avec du monde, que ce soit au bureau ou ce soit surtout ceux qui vont accueillir du public, donc le retail, tous les grands magasins, donc on bosse avec beaucoup de métiers qui demandent à être face au public, sont masqués obligatoirement. C'est devenu un no-brainer, c'est que ton masque, c'est mort. Et pareil dans les entreprises. Donc, en fait, la demande, elle est 100%. C'est tout le monde, en fait. Ok. Donc, au sein des startups, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens vont tous faire du remote et peut-être même que beaucoup préfèrent le remote et préfèrent rester en remote. Tu l'as pas vu, ça? On le voit un peu. Alors, il y a les boîtes qui étaient demi-remote et donc, du coup, elles deviennent 100% remote. Nous, on a toujours été flex sur le télétravail. Maintenant, on aime bien aller au bureau et moi, le premier. J'aime bosser chez moi, c'est trop cool, mais j'aime bien être avec les gens. Donc, nous, je sais qu'on passera jamais 100% remote. Maintenant, tu vois que ça accélère, que je pense que demain, les plannings vont être aménagés en disant peut-être qu'il y aura 2 jours de remote dispo par personne pour peut-être faire des calendriers et qu'en fait, il y ait la moitié des personnes au bureau. C'est peut-être le flux sera peut-être moins conséquent en termes de personnes. Et oui, c'est clair que le remote s'accélère et nous, on le voit. Par exemple, donc nous, on a une troisième partie du métier, comme je te disais, qui est faire de l'office design, donc d'aménagement de bureau. C'est vrai que tous les projets qu'on avait pré-confinement,
ils ont été lancés pour 2021 maintenant. Donc, en fait, je pense que plus personne va investir dans ces bureaux en 2020, ça c'est sûr. Et ils vont justement réaménager les emplois du temps et potentiellement pousser le remote. Nous, ce qu'on entend beaucoup, c'est que la plupart des entreprises ne vont pas réouvrir avant septembre leur bureau. Et qu'en fait, on va rester dans une phase télétravail un peu où tu veux jusqu'à septembre, en fait. Et nous aussi, en vrai. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours, mon cher Olivier? Yes, avec Donc, plaisir. ouais, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous regardent, de filles de Gold Up aussi qui démarrent en ce moment, qui nous regardent et qui se posent la question au tout démarrage, d'où te vient, tu vois, cette envie, et même avant même Kimono, hein, est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial? Tu veux dire familial? Ouais. Alors, mes parents ne sont pas, enfin, j'ai envie de dire non, mais un petit oui. Pourquoi? Parce que moi, mon père travaille dans la même société depuis toujours, dans l'engineering. Donc, c'est un formation ingénieur, etc. Et ma mère, avocate, et dans le libéral, etc. Donc, ils ont été vraiment salariés toute leur vie. Mais mon père, il vient de Haute-Savoie. Et lui, ça a toujours été the débrouillard. C'est-à-dire que, tu vois, les tâches, le bricolage, tout, c'est-à-dire qu'il va jamais payer quelqu'un pour le faire. Il préfère se faire chier pendant 3 jours et faire que ça. Et donc, du coup, il a toujours fait des trucs à côté et était dans le doing, tu vois. Il faisait, toujours. Il a fait que ça, d'ailleurs. Et donc, du coup, je pense avec mon frère, parce que mon frère est entrepreneur aussi, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus, qui a sa boîte depuis 6 ans et qui a une autre boîte maintenant. On est dans ce mindset. Nous, en fait, je dirais pas que j'étais dans un écosystème entrepreneurial, mais plus business, tu vois. Pour le coup, c'est vrai qu'à la maison, on parle souvent business, projet. Mon père a pas mal été dans l'immobilier, il a fait ses petites affaires à côté. Il aime bien, tu vois, faire ça. Je pense je tiens ça de lui sûrement. Mais moi, j'avais surtout une volonté, en vrai, la vraie volonté de pourquoi j'ai commencé à vouloir créer, c'est venu très tôt, en vrai, l'envie de faire. Dès le collège, j'organisais des petites soirées, des projets, tu sais, en boîte, mais pour les 14-18 ans. Et au lycée, pareil, en fait. Au lycée, tu vendais des t-shirts? Ouais, en terminale, j'ai fait le suite officiel de mon lycée. Donc, ça s'appelait Lycée Alexandre Dumas. Et j'avais fait un truc à l'américaine, Dumas High School, etc. Et en fait, pourquoi j'avais fait ça? C'était qu'en fait, il me fallait un projet en parallèle de mon quotidien. C'est-à-dire mon quotidien d'étudiant, faire tes devoirs, voir tes potes, ta famille. Et voilà. Et en gros, je m'étais dit, je veux un truc qui m'anime dès le réveil. Et ce premier leitmotiv, c'était de me dire, moi, j'ai toujours été tu vois, mon motto, bon, est un peu bateau, mais je dis que je suis un passionné de la vie. Pourquoi? Parce que la vie est belle, la vie est courte, elle peut s'arrêter à tout moment. Et je me suis dit, mais il faut surtout pas souffrir. Il faut que je kiffe ma life le maximum possible. Et le but n'est tout sauf financier. Le but, c'est vraiment de se dire, putain, être avec ses proches, créer des choses, tu vois, le côté valorisant de quand tu as fait un projet, il est sorti, peu importe le résultat, c'est putain, tu l'as fait. Tu vois, je me souviens, Héros Masqué, je me dis, putain, il faut qu'on fasse un truc. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un t-shirt, on a récolté X fonds, le kiff, il est là, et c'est ça, cette adrénaline. Et donc, du coup, ça a commencé au lycée avec ce suite, qui est dans l'histoire de Kimono, puisque du coup, on s'est retrouvés nous-mêmes il y a 3 ans sur cette discussion. Mais ça a commencé par ce petit projet. Puis ensuite, je suis allé en école de commerce. Et là, j'ai enchaîné peut-être 10-15 projets mes 3 premières années qui n'étaient pas des entreprises. Donc, c'est des projets associatifs de l'école, des petits projets à côté, etc. Toujours d'en faire, qui m'a permis déjà de comprendre là où je suis bon, là où je suis moins bon, ce qui permet de te donner ta confiance en soi, qui permet de faire un réseau ultra important. C'est ce qui a permis d'avoir un réseau de tous les horizons. Et ensuite, après, j'ai créé une première boîte, puis une deuxième, et Kimono, c'est la 5e, en gros. Donc après, j'ai pu arrêter. Et ce que je sais, c'est que je ferai ça toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai plus de doute là-dessus. Je serai toujours dans la création de quelque chose et avant tout, l'aventure humaine. Parce que pour moi, l'aventure, c'est humain avant tout, quoi. Ce qui est très fort avec Kimono, c'est que tu as réussi à dépoussiérer un marché qui était quand même assez, on va dire, ronflant, poussiéreux. C'est vraiment beau, parce que la customisation si je reviens, même si tu dis on est culture designer, et bien sûr, tu as raison, c'est ça la vision, vous êtes des culture designers. Mais le tout premier métier, le MVP, c'est d'imprimer de manière, la meilleure manière qui soit, un logo
sur un t-shirt ou sur un sweat ou sur une casquette, ce que tu veux, quoi. Mais vous le faites avec un état d'esprit qui est start-up au sens où vous êtes hyper agile, où tout est connecté, tout se passe de manière fluide, en ligne, et il y a une espèce de comment dire, il n'y a pas de doute sur le customer care dont tu parlais au départ, qui est essentiel et qui est à la base de Kimono. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre branding. Moi, j'aime beaucoup comment tu célèbres en fait la marque Kimono. À chaque fois, tu vas trouver une petite histoire, tu vas la mettre en vidéo et tu as toujours des coups. T'es toujours sur un coup, mais un coup, un beau coup, quoi. Tu enjolives et tu magnifies quelque part. Tu racontes des belles histoires à partir des histoires des autres, à partir des marques des autres et autour de la marque Kimono. Carrément. Ça, c'est vraiment en fait faire des coups et créer des moments un peu avec des impacts, ça j'adore. Et c'est vrai que dans Kimono, et c'est pour ça que je pense que je vais rester longtemps et je vais essayer de l'amener le plus loin possible parce que j'ai tous mes éléments, à savoir ce côté care avec la team, ce côté care où on travaille pour les autres parce que notre métier c'est de faire rayonner les autres. Donc en fait on a plein de projets, plein d'interlocuteurs et c'est hyper cool de prendre soin d'eux. Et c'est vrai que le métier initial c'était de dire on arrive sur une industrie qui est pourrie depuis 30 ans parce que les produits sont moches, sont cheap, le service il est complètement à l'ouest. On a fait tout l'inverse avec une dimension responsable, mais le but c'était vraiment de se dire le client, le but c'est de lui faire une expérience de dingue avec des produits de dingue, et dans notre communication, même si on est B2B en marque blanche, on crée une marque, on est Kimono avec nos valeurs, notre vision. Et aujourd'hui, tu vois, après 3 ans et tous les petits détails et tous les petits coups dont tu parles qui ont justement marqué la différence, parce que mon but c'était toujours de justement sortir du truc et dire ouais, nous on fait des trucs que personne ne fait, et c'est différent, que ce soit dans les histoires qu'on raconte en vidéo quand on sort une offre, que ce soit quand on organise des soirées pour notre communauté, que ce soit pour le packaging quand le client reçoit son produit, en fait toute l'expérience. Et le but c'est toujours d'être différent et de montrer que on est insolite et on est les meilleurs dans notre domaine. Donc ça, c'était vraiment ce qui me fait le plus kiffer, et je me prends toujours, on se fait chier quand même à réfléchir à tout ça et se dire putain comment on peut faire les trucs de manière unique, quoi. Et c'est vrai que c'est assez cool. T'es un sportif, tu adores le basketball. Yes. Comment ça se passe en ce moment pour toi? Comment tu gères le manque de sport? Et si tu veux rigoler, donc moi je joue au basket depuis plus de 20 ans presque. Au collège-lycée, c'était vraiment ma life dans le sens où j'avais 4 entraînements par semaine, match le week-end, etc. Après, quand tu grandis, faire des choix, sortir ou continuer à faire les entraînements. Et donc, du coup, je continue le sport au mieux que je peux avec mon emploi du temps. Et depuis le confinement, donc il faut savoir que j'ai créé un terrain de basket dans mes bureaux. Et du coup, je vais jouer dans les bureaux pour me dégourdir les jambes. Et en fait, dans nos nouveaux bureaux, il y a une grande salle qui est vide. J'ai installé un panier de basket qui, à la base, est une œuvre d'un artiste. Et en gros, il a reproduit un mini panier, donc pas les mini paniers d'appartements qui se cassent au bout de 2 secondes. Il a reproduit ce qu'il y a en vrai, en miniature, donc avec les mêmes matières. Donc il est en béton, l'arceau tu peux t'accrocher, la balle elle est en cuir, mais tout est en miniature. Et donc du coup j'ai une salle complète. Donc ce qui est cool c'est que j'ai mis toute la boîte au basket. Et moi quand je pète un câble à la maison et j'en ai marre de faire mon workout à la maison ou courir, j'aime bien courir mais je suis pas un grand fan de juste courir et faire des tours. Je vais jouer là-bas et je te jure, je me mets grosse musique et je suis à fond et je joue et je transpire, je suis au max et ça, je kiffe. J'aime bien poser cette question aux entrepreneurs que j'interviewe pour Good Vibes, qui dans l'écosystème startup, dans The Family ou autre, t'aimes bien appeler, de qui tu te sens proche comme entrepreneur et qui fait un peu partie de ton réseau tu vois, j'allais dire d'advisors, mais de gens que tu aimes bien consulter, d'autres CEO, entrepreneurs de start-up, tu vois. Dans le réseau The Family, c'est vrai que j'ai des petites affinités avec certains, et justement, on est un peu au même niveau, donc on aime bien échanger. Tu vois, je parle pas mal avec Raphaël de Totem, Louis de Merci Andy, Yann de Merci Jack, Annabelle de Lyon et bientôt, maintenant Maria, c'est ça, hein? Maria, ouais. Chloé d'Adatech School, bien sûr, Tongé,
JS et Adguil, donc Adrien Guillemino et Jean-Sébastien Wallace. On échange pas mal. Qui d'autre? Et qu'est-ce que tu vas chercher en fait quand tu les consultes, entre guillemets? En fait, ce que j'aime bien, c'est que avec ce type de personnes, on se comprend à 100%. On n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes visions, ambitions, on est différents en termes de personnalité, mais en fait, on a une sorte de point commun qui est que on est entrepreneur, on peut se dire, en fait, il n'y a pas de filtre. Ça veut dire que on peut se dire, ouais, là, je suis grave dans la merde. Ou putain, là, c'est chambé. Tu vois, il n'y a pas de problème d'ego. Je trouve qu'il y a ce côté où vraiment on se dit franco et on parle à quelqu'un qui nous comprend de A à Z. On peut parler stratégie, on peut parler en fait tout ce qui concerne un entrepreneur, que ce soit le marketing, la finance, la logistique, la production. Avec des potes, on peut pas en fait, ou ta famille qui comprennent pas. Et c'est vrai que c'est un petit rapprochement et un petit lien qui est un peu unique. Et honnêtement, j'ai encore oublié plein d'autres noms, mais on va dire que j'ai une dizaine, vingtaine de personnes avec qui je suis proche et qui entreprennent. Et on s'échange souvent. Moi, j'aime bien leur demander leur avis. On se file des tips. On fait aussi du business ensemble. Et je trouve ça ultra agréable, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui veut se lancer maintenant, pendant la crise? Qui dit crise dit opportunité. Donc, en vrai, le post-crise, il y a moyen de faire des très belles choses. Le conseil, c'est que il y en a beaucoup qui se sont pris dans le jeu du confinement, à savoir c'est la détente, c'est la belle vie. On peut je peux aller mes petits films, je peux ranger. Alors oui, c'est cool, mais en fait, c'est une opportunité. On n'a jamais eu autant de temps, donc on n'est pas pollué par les événements externes, les obligations externes. C'est le moment d'être ultra efficace, de créer, etc. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur… Ça permet de se remettre en question sur, OK, qu'est-ce que je veux? Donc, si ce que je veux, c'est entreprendre, c'est dans quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de lectures, beaucoup de webinaires, etc. C'est vraiment s'éduquer et aller manger du contenu un peu partout pour s'inspirer. Parce que ce que je sais, c'est que l'idée ne vient jamais seule. C'est pas en tournant chez toi et en écrivant des trucs que ça va venir. C'est en écoutant, en communiquant, en lisant, qui va en fait faire une sorte de silex qui vont te donner ces idées. C'est genre, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, boum, là, il y a une idée. Donc, en fait, c'est rester à l'écoute et en profiter pour manger du contenu et être ultra curieux, puisque c'est la curiosité qui prédomine quand on veut trouver une idée. Donc, être curieux et profiter de ce temps pour tester plein de choses. Dès que tu as l'idée, c'est je sais pas, de créer une landing rapide, de tester. Alors, c'est sûr que on n'est pas dans un climat où les gens veulent dépenser de l'argent ou autre, mais tu peux préparer demain ton lancement, tes guerres et gagner du temps. En fait, le conseil, c'est que en cette période, on peut gagner du temps sur ton projet où t'en es, quoi, peu importe. Ok. Et si toi, tu devais te lancer maintenant, tu ferais quoi? Kimono. Qu'est-ce que je ferais? Et comme j'aurais pas d'idée, en tout cas, j'ai pas d'idée de projet particulier, je sais que je ferai exactement ce que je t'ai dit. C'est j'appellerai plein de gens, je parlerai j'essaierai de m'inspirer, j'essaierai de comprendre aussi s'il y a des gens qui sont sur les bonnes idées où je peux rejoindre. Je serai en mode ultra connecté pour savoir ce qui se passe et je pense que je me ferai chier à trouver la bonne idée, à sourcer le bon truc. Dès que j'en ai une, peu importe le business, j'essaierai de l'exécuter le plus rapidement possible, peu importe le contenu. Et je pense que si j'étais en train de créer mon projet, je serais parti de Paris parce que là, je suis dans le feu de l'action et j'avais envie de rester proche du bureau. Mais si demain, je suis en train de créer mon projet, je me serais écarté un peu de tout ça, isolé, restant connecté, bien entendu, avec Internet, mais je me serais isolé pour faire un refresh et partir à zéro, quoi. All right. Le 11 mai, c'est une date spéciale pour toi? C'est un jour historique, c'est mon anniversaire. Donc, mon anniversaire est devenu public, c'est cool. Qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, alors comme je te disais, nous, on sera pas on reste en télétravail tout le mois de mai, donc c'est pas du tout une reprise du bureau. Ce que je compte faire, comme on a été autorisé à max 10 personnes de se retrouver, je vais faire un petit apéritif en petit comité avec les amis et pouvoir boire un petit coup, célébrer en gardant les mesures de sécurité. En tout cas, on va essayer. Mais ouais, faire un petit truc avec
avec tous mes potes, ouais. Et fêter ça le lundi soir, peu importe s'il y a une semaine difficile en travail qui arrive, ça fait 2 mois et là, c'est mérité. On n'en peut plus là. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ah, ouais. Là, moi, je sais que ça y est, j'en ai marre. Tu vois, là, c'est bon. Ouais. C'est bon. La coupe, elle est pleine là. Ouais, là, on a envie de reprendre le rythme, sortir, voir du monde, etc. Même si ça va pas être facile tout de suite. Mais ouais. Mais tu vois, l'idée, moi, j'aimerais bien peut-être rester à Paris jusqu'à fin juin et peut-être que juillet, j'irai justement m'isoler quelque part pour bosser avec peut-être des membres de mon équipe, d'autres potes entrepreneurs, etc. Mais créer un endroit un peu efficace et productif, mais loin de Paris, clairement. Quelle est la musique? On arrive à la fin de ce live, mon cher Olivier. C'était un plaisir. Quelle est la musique qui te met bien le matin en ce moment? La musique qui me met bien en ce moment le matin et le midi, parce que dès qu'on va raccrocher, je vais la mettre à fond, parce que ça va être l'heure de manger. C'est Prince Partyman. Je sais pas si Prince Partyman. Ah ouais, c'est bien old. c'est old school, mais c'est un peu fun. Ok les amis, si vous avez suivi ce live et que vous l'avez kiffé, je vous invite à passer en networking. Vous cliquez sur networking et vous allez chatrouleter avec d'autres gens. Pourquoi pas démarrer un business ensemble, échanger sur ce live et soyez les bienvenus à la prochaine. Il y a d'autres good vibes, on en a toute la semaine. Donc, je vous attends à la prochaine. Merci Olivier. Merci à toi, salut. Bye bye. Et je fais le networking aussi? Vas-y, va dans le networking. Ok, bon bisous. À tous. Bisous.